ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. L'armée du Troisième Reich entre dans Paris. La semaine suivante est signé l'armistice qui établit l'occupation partielle du territoire français par l'Allemagne. La zone sud, dite zone libre, est placée sous l'autorité du gouvernement de Vichy, dirigé par Pétain, qui met en œuvre, dans le cadre de la Révolution nationale, une politique ouvertement antisémite. Il faut le savoir, pour la honte de la France, mais c'est la vérité historique. Les nazis estimaient qu'il n'y avait pas assez de le résultat de la grande rafle du Valorum d'hiver, ont exigé du gouvernement de Vichy qu'on en livre de la zone sud. Alors vous étiez vicaire. J'étais vicaire de la cathédrale de Grenoble, et dans la nuit, des hommes ont cogné à ma porte, j'ai ouvert, et je les ai vus sanglotant, et ils m'ont dit, on était dans une réunion chez des amis, en toute sécurité, on était en zone sud, et quand on est rentré vers minuit, les voisins nous guettaient à la fenêtre et nous ont dit, fuyez, on est venu, on a enlevé les femmes et les enfants, les femmes dans un camion, les gosses dans un autre, disparus. Et c'est ce jour-là que je suis devenu résistant. À Grenoble, le jeune vicaire accueille les Juifs, organise à leur intention un laboratoire de faux papiers et le passage de la frontière vers la Suisse. Après l'instauration du service du travail obligatoire, il monte pour les réfractaires des filières de passage dans les Alpes et en mars 1943, ce qu'il baptise ironiquement le Maquis Palace. La guerre, donc, je l'ai vécue avec la naissance des premiers maquis du Vercors. J'ai été à l'origine du tout premier dans la Grande Chartreuse, après quoi on a passé, la Chartreuse n'était pas défendable, on a traversé la vallée pour remonter dans le Vercors. Ça a encore contribué à forger le personnage et le tempérament de l'abbé Pierre? Personnage, c'est des grands mots, on fait le petit peu qu'on peut. Vous savez, un peu d'admiration, on ne trouve pas ça désagréable. Beaucoup, on en a vite par-dessus la tête. Henri Grouès sera bel et bien un très grand résistant, multipliant les terrains d'action et les risques sous diverses identités clandestines. Parmi elles, celle de l'abbé Pierre, nom qu'il conservera à la Libération. Élu député, l'abbé Pierre trouve à louer pour une somme modique une maison à l'abandon à Neuilly-Plaisance, petite commune de l'Est parisien. Avec lui se trouve Lucie Coutaz, résistante, rencontrée pendant la guerre qui lui est désormais indispensable. Me dites pas que c'est le courrier. Et si, Tout ça? aujourd'hui il y en a le double d'hier. Bon. Déposé par coursier, Madame Hélène Vanier, propriétaire d'un hôtel à Paris. Ensemble, ils restaurent et réaménagent cette grande maison délabrée qui devient une auberge de jeunesse internationale. Elle est baptisée Emmaüs, nom synonyme d'espérance pour les chrétiens. Mais la véritable naissance d'Emmaüs coïncide avec la rencontre mythique de Georges, premier compagnon, qui passe la porte de la maison en octobre 1949. Vous savez comment ça a commencé? Un homme se suicide
parce qu'il n'y a plus de raison de vivre, il s'est raté, on m'appelle, bon, il revenait du bagne, il a une situation de famille épouvantable, et il ne veut plus vivre. Et je vois qu'il ne m'écoute pas quand j'essaye de le réconforter, et finalement, parce que c'était la vérité, pas par calcul, j'ai fait le contraire de la bienfaisance. Au lieu de lui dire « tu es très malheureux, et moi je vais être bon, je vais te donner du travail, un logement, de l'argent, etc. » Je lui dis « moi je ne peux rien te donner, mais toi, puisque tu veux mourir, tu n'as rien qui t'embarrasse. Ben avant de te tuer, tu ne voudrais pas me donner un coup de main. » Bientôt, d'autres les rejoignent. Des hommes d'abord, puis une famille entière. Car au sortir de la guerre, la crise du logement est terrible. Dans le chaos des villes sinistrées, il a fallu reconstruire, faire large part au provisoire, avec les matériaux disponibles sur place, ou des préfabriqués souvent fournis par l'Allemagne au titre des réparations. Dans ces pauvres baraques, qui ne sont qu'un toit et rien d'autre, et dont le nombre est hors de proportion avec les besoins, des familles s'entassent 4 ou 6 personnes dans une pièce. Le recensement de 1946 évalue à 1 800 000 le nombre de logements surpeuplés. Et dans les grandes villes, seuls 5% des immeubles disposent de toutes les commodités. Les principales difficultés que je trouve dans mon logement, c'est que c'est un logement qui n'y a ni eau, ni gaz, ni électricité, ni water. Et nous avons très loin à aller chercher l'eau, et la descendre et la monter. Vraiment, c'est pénible. Le problème remonte à loin. Le siècle de l'exode rural, qui a vu le développement des grandes villes industrielles, n'a pas eu de politique d'aménagement du territoire à sa mesure. Cela vient doucement, avec Eugène Claudius Petit, héros de la Résistance, nommé ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme. C'est lui qui augmente les crédits du logement social et relance la construction des habitations à bon marché. Mais les chantiers engagés ne suffisent pas et de plus en plus de monde se tourne vers la baie. Il faudrait pouvoir vous raconter indéfiniment ce cortège d'histoires tristes, horribles, de tous ceux que j'ai vu défiler chez moi à partir du moment où la rumeur s'est répandue qu'à Neuilly-Plaisance, il y avait un curé député qui faisait des maisons. Car l'abbé Pierre fait plus qu'accueillir. Avec ses compagnons, ils construisent des maisons, improvisent des cités d'urgence. Son indemnité parlementaire lui sert pour acheter des terrains, le plus souvent sans viabilisation, où il monte des baraquements et autres abris de fortune dans la plus complète illégalité. Mon père, il faut regarder les choses en face. Construisez sans permis. Vous allez avoir tous les services de la préfecture sur le dos. Lui, c'est l'hygiène, moi, la viabilité, et c'est qu'un début. Sans permis de construire, c'est illégal. Et eux là, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Eux, ils crèvent. Légalement, mais ils crèvent. Si vous ne dégagez pas d'ici, vous aurez procès sur procès. Ah mais qu'ils y viennent. Ah oui, pour l'amour de Dieu, qu'ils m'en fassent un procès. Je mettrai ma légion d'honneur là, et mon écharpe de député comme ça, et mon étole de curé par-dessus le tout. Et j'irai devant leur tribunal. Et je leur dirai, quand la loi est ainsi faite que les travailleurs, avec leur salaire, ne peuvent pas se loger, alors c'est la loi qui est illégale. Mais battu aux législatives de 51, l'abbé ne peut plus compter sur son indemnité parlementaire. Et Mlle Coutaz me dit, père, il n'y a plus rien. On avait vendu tout ce qu'on pouvait au jour le jour. Je ne pouvais pas dire à ses compagnons d'aller à l'asile. Ils avaient trouvé une fraternité, une fierté. Je me rappelle un jour, nous remontions dans la nuit, après avoir fini de caser une famille. On l'avait sorti d'un trou dans une cave. Et cet homme qui était un brigand me serre le bras sur le chemin. Puis il me dit, père, un type comme moi, je suis un mauvais homme. J'ai eu une mauvaise vie. J'ai fait le malheur de ma famille. Je suis un bon à rien. Mais quand même... Aujourd'hui, pour la petite famille là-bas qui est si heureuse, c'est nous les bons à rien qui avons fait pour eux ce que tant de types qui se prennent pour des bons à quelque chose, ils n'ont jamais été foutus de faire. Pour poursuivre son action, l'abbé Pierre est contraint de trouver d'autres sources de financement. Par 2 fois, il lui arrive de mendier dans les rues de Paris. Cela se sait dans la petite communauté, alors les compagnons ont une idée. Alors un d'entre eux m'a dit, mais père, vous dites ça, mais il y a un trésor dans la maison. Ah, je dis quoi donc? Il me dit, mais au 2e étage, j'ai balayé il y a quelques jours, tout le long du couloir, jusqu'au plafond, il y a le journal officiel des 7 ans pendant lesquels vous avez été député.
les débats parlementaires, les projets de loi, les rapports de commission, etc. Il y en a des tonnes, et tout le monde sait que c'est propre parce que personne ne l'a jamais lu, et on manque de papier, d'emballage dans les magasins. À cette époque, ça valait très cher, et je sais un intermédiaire, un grossiste, qui viendra vous le racheter très cher. Et c'est comme ça que... Et c'est le premier argent de chiffonnier que nous avons eu, ça a été la vente des lois de la République. À la fin de l'année 1953, les 45 bâtisseurs ont été rejoints par 140 chiffonniers. Pendant ce temps, sous les ordres de la 4e République, les gouvernements se succèdent. À M. Pinet, démissionnaire de la fin décembre, avait succédé M. Maillère, démissionnaire de fin mai, auquel succédait M. Lagnel, que la fin du septennat élyséen condamnait pour la fin de l'année. Malgré l'instabilité politique chronique, le logement est récemment devenu l'une des priorités de l'État avec l'ambitieux plan Courant qui prévoit la construction de 240 000 logements par an. Mais, en cet hiver 54, il y a urgence. Aux environs de Paris, il a fallu faire appel au chasse-neige. Dans de nombreux départements, les communications routières sont difficiles. Le froid qui s'installe en France est terrible. Mais le Parlement rejette l'amendement prévoyant d'affecter 1 milliard de francs à la construction de logements d'urgence. Dans la nuit du 3 au 4 janvier 1954, un bébé meurt de froid, cité des Coquelicots. Sous le choc, l'abbé Pierre décide d'écrire au ministre du Logement et fait tout pour faire publier sa lettre dans un journal que lisent les gens qui ont chaud, Le Figaro. Écoutez. La nuit où vous avez quitté le Sénat sans voter, un bébé est mort de froid. On l'enterre demain à 14h et ce serait bien si vous veniez. Oh là, vous rêvez. Mais c'est toujours pareil. Ils ne voient les drames humains qu'à travers leurs statistiques. C'est pas devant les chiffres qu'on pleure, c'est derrière les cercueils. La lettre parut le lendemain, et on vit ce spectacle, sans doute unique au monde dans les temps modernes. On vit ce spectacle d'un homme. Un ministre marchait tête nue et la tête basse, au milieu de 20 hommes qui n'étaient pas des anges. Le ministre voulait dire quelques mots et un peu insolemment, il a été interrompu par un qui a dit « Monsieur le ministre, nous, on ne croit pas les paroles, on croit que les actes. Vous êtes venu, c'est un acte. Maintenant, au lieu de nous dire que vous ferez ça ou ça, ben allez le faire. » Le ministre Maurice Lemaire promet la venue prochaine de financement. Et la médiatisation apporte aux compagnons des soutiens de tous bords, comme cette Madame Larmier qui tient l'hôtel Rochester dans le très chic 8e arrondissement. Mais en cet hiver glacial, la situation dans la rue ne change pas et le camion Emmaüs, qui porte soupe chaude et sandwich, se trouve démuni car rien n'est mis en place pour les plus pauvres. Quand je rentrais le soir avec nos camions de chiffonniers, je voyais sur les trottoirs, à mesure que le froid était plus cruel, les gens qui sortaient de dessous les ponts et qui venaient se chauffer devant les bouches de chaleur des grands magasins, devant les bouches de chaleur du métro. J'en trouvais qui étaient recroquevillés sous des chiffons, sous des vieux sacs. On se demandait si c'était un tas d'ordures, si c'était des hommes. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part » nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose. Tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. » Pendant qu'il meurt dehors, comme cette femme expulsée de son logis et trouvée morte sur le pavé de Paris. J'ai gribouillé 10 phrases et Georges Verprat a appelé au téléphone le directeur du journal Parler. Et le gars a dit, vous vous foutez du monde, 5 minutes avant le journal Parler, vous me demandez de lancer un appel d'initiative privée, mais il y a des règles administratives, moi, ça dépend pas de moi de lancer un appel. Et alors, c'est Georges Verprat, on peut dire, qui a sauvé la situation. Il a pris l'appareil et il lui a dit, écoutez monsieur, demain matin, ça dépend de vous. Peut-être que quand vous serez bien au chaud, avec votre femme et vos gosses, et que vous ouvrirez le journal, et que vous lirez en prenant votre café, qu'on a encore ramassé des hommes, des femmes ou des bébés morts de froid dans les rues de Paris. Parce que nous vous avons demandé ça, et que vous nous l'aurez refusé pour des raisons de procédure administrative, vous serez obligé de vous dire, c'est ma faute. Et le type est resté, quelques secondes, et puis, avec beaucoup de courage,
Bon, il a dit, écoutez, vous avez raison, dictez-moi votre texte. Et je l'ai dicté par téléphone, et il l'a lui-même lu à la radio. Et immédiatement après, je bondis dans la voiture, comme une trompe, je traverse Paris pour aller rue François 1er au studio de Radio Luxembourg. J'arrive en bombe, et je leur dis, voilà, la radio française vient de passer ce papier, qui voulait pas être en retard, et il est temps de me donner le micro. Et ils m'ont donné le micro, et là, alors c'est moi qui l'ai dit. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce 1 mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourant de misère, une seule opinion doit exister entre hommes. La volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Que tant de douleurs nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci. Les Parisiens accourent à l'hôtel Rochester, dont l'abbé Pierre, pris de court, a communiqué l'adresse à l'antenne. Ils apportent vêtements, couvertures, matelas. Et les dons sont si nombreux que des élèves de l'école polytechnique doivent venir aider pour tenir le standard et ouvrir le courrier. On arrête le dépouillement pour ce soir. Vous avez un premier chiffre? 80 millions. 80 millions? Moi non plus, je ne m'attendais pas à une telle somme. Et c'est pas fini. Je veux dire que pour la saison, c'est une belle journée. Mauvaise nouvelle. 1500 chèques endossés. 1500 chèques? C'est la meilleure mauvaise nouvelle que j'ai jamais entendue de ma vie. Et il y a encore tout ça. Et tout ça. Alors, ce fut de partout, aussi bien des riches que des pauvres, que vint cette réponse magnifique. On voyait des gosses qui arrivaient, qui vidaient leurs tirelires. Je vis des gens qui enlevaient leurs bagues et leurs bijoux et qui venaient nous les donner. Répondant à l'appel de l'abbé Pierre, le ministre de la Reconstruction lance les cités d'urgence. Il faut arracher aux taudis et aux chambres surpeuplées ceux qui n'ont qu'un salaire modeste. Déjà des fondations, des murs sortent de terre pour ces logements de première nécessité qui seront des logements sains et durables. Et là, il y a un point très très important à dire. Le Parlement s'est réuni d'urgence alors qu'il était en congé, et à l'unanimité de l'extrême gauche à l'extrême droite, on a voté 10 milliards. Cette insurrection de la bonté a un retentissement international touchant tous les pays et tous les milieux. Il venait de recevoir un prix des partisans de la paix, un organisme crypto-communiste qui était à Prague. Et l'opinion américaine, qui était tellement hargneuse contre lui, l'accusait de recevoir de l'argent des communistes.
Alors il avait reçu la valeur de 10 millions de centimes et il a annoncé qu'il en donnait la moitié aux services sociaux du quartier de Londres dans lequel il était né, il avait vécu une enfance très très misérable, et il a annoncé les 5 autres millions, je les donne à l'abbé Pierre. Et j'étais à l'hôpital, on est venu me chercher pour me conduire à l'hôtel Crillon par un escalier de cuisine par derrière, et puis c'était un souvenir extraordinaire. Après une demi-heure, nous avons été en tête-à-tête, on a ouvert les portes et la presse, la radio, la télévision, le cinéma s'est rué. Et à ce moment-là, se cristallise ce qu'il faut bien appeler un formidable pouvoir, à tel point que le président du Conseil de l'époque dit « Si l'abbé Pierre avait voulu à ce moment-là prendre le pouvoir en France, rien n'aurait pu l'en empêcher. » Mais vous savez, c'est pas drôle d'être devenu comme ça un mythe. Si vous voulez faire une grosserie, un ami souhaitez-lui d'être célèbre. Par-dessus le marché, ça fait vivre dans un très grand malaise, parce que depuis le début de cet entretien, n'est-ce pas, c'est évident qu'on ne parle que des choses pas mal, et comme si on était quelqu'un sans péché et sans défaut, et les gens, dans leur gentillesse, ils ont besoin d'avoir quelque chose à admirer. Alors quand ils voient quelque chose d'admirable, ils attribuent cette perfection aux gens qui l'ont fait. Et si on dit pas tant, ils disent, t'as vu, par-dessus le marché, quelle humilité. C'est sans issue. Grâce à Charlot et à des dizaines de milliers d'anonymes, Emmaüs se développe avec la création de sociétés de construction qui achètent dès l'hiver 54 des terrains dans toute la région parisienne. Le froid a passé, le problème demeure. Celui qui nous a ouvert les yeux multiplie maintenant les démarches. Telle la puce, il harcèle ceux qui, au pouvoir, avaient ignoré les plus souffrants. Sur le plan politique, les choses bougent enfin. Grâce à l'abbé Pierre, la trêve hivernale qui empêche les expulsions pendant les mois les plus froids est inscrite dans la loi de 1956. L'intervention publique permet enfin l'accroissement du parc immobilier et l'amélioration des conditions de logement. Alors que les grands ensembles poussent sur le territoire, l'abbé Pierre cherche à faire développer un modèle de maison à construire en série. À Paris, sur les berges de la Seine, s'édifie en moins d'une journée devant son promoteur, l'abbé Pierre, la première d'une série de maisons préconditionnées construites grâce au résultat d'une campagne de solidarité sans précédent. Mais cette maison des jours meilleurs, conçue par l'architecte Jean Prouvé, le plus parfait moyen d'habitation selon Le Corbusier, ne reçoit pas l'agrément de l'État. Seuls 5 exemplaires seront fabriqués au total. Les jours meilleurs devront attendre. Sur le plan privé, l'abbé Pierre, épuisé physiquement et nerveusement, doit être longuement hospitalisé. Ça va mieux, mais je suis incapable de porter le fardeau d'une manière quotidienne, constante, jour et nuit, comme j'ai porté si longtemps. En vérité, les plus grandes extensions, les plus grands développements, il faudrait du temps pour les décrire, se sont faits pendant la période où j'étais plus bon à rien, où je ne tenais plus debout. Même sans l'abbé, et par-delà les conflits internes, Emmaüs parvient à se développer. Peu à peu, la priorité glisse du problème du logement à celui des marginaux que la société fabrique et rejette. J'étais pauvre, c'est-à-dire pauvre de tout. Sans famille, sans foyer, sans amis, sans relations, sans argent, sans rien qui vaille la peine d'être vécu, et surtout sans idéal. Et c'est pour ça que je suis venu à Emmaüs, parce que j'ai trouvé à Emmaüs tout ce qui me manquait. Dans les communautés, les compagnons se font toujours plus nombreux, car les années passant, la misère, elle, persiste, et parfois le provisoire s'installe. 10 ans après, nous avons voulu savoir ce qu'était devenue la première des cités d'urgence. La voici aujourd'hui consolidée, incrustée si l'on peut dire, alors qu'elle ne devait être que provisoire. La crise du logement est hélas encore loin de sa solution complète. Élargissant son action à l'échelle de la planète, l'abbé Pierre répondra ensuite volontiers aux nombreuses sollicitations venues de l'étranger. En France, il ne cessera jamais de pointer les inégalités et les injustices, dénonçant l'absurde et l'hypocrisie du système. Ses positions et ses actions lui vaudront d'être élu personnalité préférée des Français pendant 16 années, avant qu'il ne demande à ne plus figurer dans la liste. Trop tard, il est à son corps défendant devenu une icône. Mais cette célébrité, mon père, c'est aussi une arme. Il faut la rendre utile, il faut essayer qu'elle serve. J'essaye.
Juste à manger et à boire, de pain et de chaleur, dans les restos du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir Madame, votre fils, au mois de septembre, avait demandé à me voir. Je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais entendu, je savais seulement qu'on disait de lui qu'il employait un vocabulaire qui faisait mal aux gens qu'on appelle bien élevés. Je ne savais rien. Je ne savais rien, le souvenir de ce qu'il avait fait comme une farce, une campagne pour la présidence de la République, mais je ne savais rien de plus. L'ami qu'il a reçu chez moi lui a dit « L'abbé Pierre est vieux, il est malade et il passe maintenant la plus grande partie de son temps dans un monastère, on ne peut pas facilement aller le déranger. Alors, votre fils, madame, n'a pas insisté, et puis j'ai appris ce qu'il commençait. Et beaucoup de journalistes, la télévision, les radios sont venus me trouver me demandant « Qu'est-ce que vous pensez de ce que fait le clown, le pitre Coluche ?» J'ai dit « Premièrement, je ne le connais pas. Deuxièmement, c'est vrai que l'on a faim en France. Troisièmement, bravo pour toute action honnête qui sera entreprise pour que s'enfuit cette souffrance idiote. Et enfin, quatrièmement, j'ai dit à tous, dites à Coluche qu'au nom de ma vieille expérience, si cela prend une certaine ampleur comme il le souhaite, que vite il s'entoure de quelques personnes bien connues pour leur probité, pour leur sens de l'administration, afin qu'il ne puisse pas y avoir le moindre soupçon. Et puis, quand tout a été fini est arrivé un nouveau coup de téléphone au monastère, et cette fois on m'a dit, Père, il ne faut pas refuser, venez. Je suis venu, madame, dans ce petit appartement d'HLM, une des 8000 que nous avons bâti autour de Paris et à ce 10e étage, à 3 heures de l'après-midi, alors que j'étais étendu sur mon lit, fatigué, on m'a dit, il est là. Je suis venu dans la petite salle à manger, il était là debout, moi debout au coin de la table, près de lui. Et il y a eu un silence qui avait l'air très long. Et puis il a mis la main dans sa poche, il a posé un chèque sur la table avec simplement, eh ben voilà, il y avait 150 millions de centimes. Et cet homme qui aurait pu tout naturellement, d'une manière absolument pas blâmable le dire, pour rendre compte à tout ce qui avait donné, pour dire, on a reçu tant, on a dépensé tant, et quand on a fini le 15 mars, après avoir fini de payer ce qu'il pouvait y avoir encore à payer ce que l'on devait, il restait 150 millions. Et on a réfléchi entre copains, camarades et on a décidé qu'on allait les porter à l'abbé Pierre et pour lui dire, il parlait comme ça, les Français aiment la bouffe, moi ça me fait mal quand je sais qu'il y en a qui peuvent pas bouffer. Alors j'essaye d'organiser pour que ça continue l'hiver prochain, mais je vous donne ça. Alors je lui ai dit, Coluche, avec l'argent que j'ai reçu le Noël précédent, nous avons acheté un immeuble au quai de Valmy, avant l'automne. Avant Noël, tout sera aménagé pour que dans 2 étages on puisse héberger des mamans, des enfants qui se trouvent même en plein hiver dehors et il y aura au rez-de-chaussée un restaurant de 300 couverts. Et je lui ai dit comme on a versé pour acheter, assez pour faire les travaux, on savait pas comment on ferait pour financer les premiers temps de repas. Eh bien vos 150 millions de centimes, on les met à la banque et c'est ça qui nous permettra de servir les premières soupes. Et puis j'étais très intimidé avant de le voir, on m'avait tellement dit, vous risquez d'avoir quelqu'un qui fasse une pitrerie. Ah, mes amis, si vous entendez des gens dire, ils ne respectaient rien, dites que ce n'est pas vrai. Je suis témoin, quand il y avait des sujets véritablement qui méritent le respect, il était grave. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Et il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance. Pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité que nous vous présentons tous les soirs, il y a des hommages de circonstances et il y a les autres. Depuis ce matin, c'est une émotion et un respect profond qu'on sent monter de tout le pays. La France est touchée au cœur, a dit Jacques Chirac, nous l'entendrons, et une large partie de cette édition sera consacrée à la disparition de l'abbé Pierre qui aura droit à un hommage national vendredi. D'abord les faits, l'abbé avait 94 ans, il était très diminué depuis plusieurs mois. Aurélia Guillemin, Lionel Feuerstein. La dernière apparition publique de l'abbé Pierre, c'était le 5 janvier dernier lors des vœux de Jacques Chirac aux forces vives de la nation. Digne, mais déjà très affaibli ce jour-là, il s'est éteint à 5h25 ce matin à l'hôpital du Val-de-Grâce, des suites d'une infection pulmonaire. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.